Bon, j'invite professeur Khadr pour nous parler de son travail intitulé Minimally Invasive Procedures in Traumatic Spine. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je félicite mes prédécesseurs pour leur très belle présentation. Donc, à mon tour de présenter la Minimal Invasive Surgery in Traumatic Spine. Et merci au professeur Azhari qui m'a adressé un tapis rouge pour ma présentation. Donc, lorsqu'on dit minimal invasive, on peut se poser plein de questions. Qu'est-ce que veut dire la mini-invasive, quand la faire et pourquoi? Donc, la mini-invasive, c'est une technique chirurgicale du rachis qui permet un abord simple, rétréci par rapport à son incision, mais qui nous offre un corridor qui respecte l'anatomie musculaire et qui permet de décomprimer et de stabiliser une vertèbre. Donc, j'avais pensé au début d'intituler mini-invasive versus open surgery, mais je l'ai changé à la fin. Mais pour la présenter quand même, pour parler surtout de la percutanée en fait. Donc la mini-invasive, toutes les techniques percutanées qu'on peut utiliser, c'est l'ostéosynthèse percutanée, la vertébro, la kyphoplastie ou les mini-open TLIF. Pourquoi faire de la percutanée? Pourquoi faire de la mini-invasive? Donc, comme vous le voyez, il y a une petite incision, déjà cutanée esthétique, et l'utilisation peut se faire soit par microscope ou endoscope à travers une vue tubulaire. La mini-invasive se fait par une petite incision de 1 à 2 cm et permet donc d'avoir moins de douleurs post-opératoires et moins de déperdition sanguine. Les bénéfices sont connus par tous, ils sont publiés. Donc moins de douleurs, une précision pour être directement sur la lésion osseuse. Moins de sang, moins d'hémorragie sanguine, une réhabilitation très rapide puisque le malade peut sortir à J0 ou J1 post-opératoire. Comme vous le voyez, l'incision, elle est vraiment rien à voir avec l'open surgery. Une très petite incision, la taille d'une pièce de monnaie. Bien que les techniques de fixation post-opératoire mini-invasive ont connu une énorme popularité lors de ces dernières années, elles ont été décrites il y a environ 40 ans. Donc on est vraiment très en retard. C'est une méthode qui est sûre et efficace. Voici un très bel article pour ceux qui veulent commencer la mini-invasive, qui m'a été fortement conseillé par le professeur Assaker. Donc, Scientific Basis of Minimally Invasive Spine Surgery. C'est les bases scientifiques de la mini-invasive ont des concepts clés. Donc, premièrement, la voie d'abord médiane a été remplacée par plusieurs voies d'abord paramédianes, où la voie chirurgicale donc, offre un couloir, un surgical corridor, est placé directement à cette cible chirurgicale, dont le principal objectif est d'éviter donc le détachement musculaire à l'apophyse épineuse et respecter le muscle multifidus. L'utilisation de ces écarteurs musculaires Beckman ou autres provoque, qu'on le veuille ou non, des blessures musculaires et vasculaires, nerveuses. Donc ils ont été remplacés par un système tubulaire qui protège et conserve l'anatomie normale et minimise cette pression sur les tendons, muscles, nerfs et vaisseaux. Finalement, ces bases stratégiques minimisent au maximum les lésions osseuses, musculaires, vasculaires, ce qui permet donc le contrôle actif du mouvement, mais aussi surtout confère une stabilité dynamique rachidienne. Cette technique nécessite beaucoup d'argent, elle a un coût. Et elle a été publiée par une équipe française pour voir donc cette différence entre mini et open surgery, quelle est la plus coûteuse. Le coût financier a été calculé sur la base de remboursement collectif lié au diagnostic et du barème national du coût, permettant d'évaluer les charges pour chaque jour hospitalier. Comme vous le savez, en France, il y a un système qui est différent du nôtre. Donc, le coût, il est quantifié selon les jours d'hospitalisation.
Voici donc des items qui montrent donc l'impact direct sur la durée d'hospitalisation. Là, on voit le direct charge et structure cost ne sont pas relatifs à la durée d'hospitalisation, alors que les techniques chirurgicales, management, general management, clinical activity ont un apport direct et un impact sur le coût de ces techniques. Il y a une différence significative en termes de durée d'hospitalisation, de dépenses et de gains, et surtout les gains de l'hôpital par rapport donc, à ces deux techniques, percutanée et ostéosynthèse. On le voit très bien sur le tableau en bas. On voit que la durée d'hospitalisation est beaucoup plus longue et la rééducation elle a été faite pour plus de malades en open surgery et les gains de l'hôpital sont plus importantes et significatives pour la percutanée, la mini, par rapport à l'open. Bien sûr, toute technique nécessite une courbe d'apprentissage, une learning curve. La courbe d'apprentissage est associée à l'implantation de la mini-invasive, fut le centre d'intérêt de nombreuses publications. Cette étude rétrospective démontre donc une augmentation progressive de la complexité chirurgicale sur 4 ans. Elle a été associée à des résultats favorables et à des taux de complications faibles dans la MIS que dans le groupe de chirurgie ouverte. Le principal défi est donc auquel la communauté de mini-invasive chirurgicale du rachis s'est confrontée est de trouver les outils optimaux pour enseigner donc les techniques mini-invasives, mais aussi afin de réduire ces complications liées à la learning curve. Là, on voit les différentes complications mineures ou majeures open versus percutané. On voit clairement qu'il y a une différence significative entre les deux. Et que la mini, il y a quasiment très peu de complications qui sont mineures. Là, on voit la courbe grise continue, c'est les deux niveaux de MIS. La courbe noire continue, c'est l'évolution favorable à la progression, amélioration de la learning curve au fil des années. Et la courbe en pointillé, les complications de la mini-invasive qui diminuent avec l'apprentissage à travers les années. Donc, durant la 4e année, ils ont remarqué, durant la 4e année d'études, le pourcentage du niveau de chirurgie a été réduit de 25% et une réduction concomitante du pourcentage de complications. Les techniques avancées MIS peuvent améliorer le post-opératoire en réduisant donc les pertes hémorragiques, la douleur post-opératoire, mais aussi et surtout les durées d'hospitalisation et une réhabilitation rapide du malade. Pourquoi? Parce qu'il y a une préservation du muscle, préservation sanguine, mais aussi l'innervation musculaire, donc le malade a moins mal. Les maîtres mots, tout ceci sont les maîtres mots et les clés bénéfices de la MIS. En percutané, pas besoin de rétracter largement et désinsérer ces muscles. C'est une vision tubulaire qui respecte donc les muscles paravertébraux, d'où les bénéfices énormes conséquents en post-opératoire. Ces techniques permettent donc une décompression, mais aussi la stabilisation rachidienne en maintenant un bon alignement vertébral et une récupération neurologique rapide, maximale. La morbidité, comme vous l'avez vu sur les autres articles, mais aussi sur celui-là, elle est moindre, la MIS par rapport au traditionnel open. Voici un article qui a proposé donc un algorithme dans une prise en charge chirurgicale de décision basé sur le TLIX, un thoracolumbar injury system, scoring system, en incorporant donc la mini-invasive. Ils se sont basés donc sur la morphologie vertébrale, l'imagerie par IRM, mais aussi le déficit neurologique. Donc ils ont classé ça par score. Donc 0 à 3, c'est pas chirurgical. À 4 points, la décision revient au chirurgien. Et supérieur à 4, c'est la chirurgie. Et dans le supérieur à 4, il y a l'open et il y a la mini. Bon, c'est un article qui est quand même critiquable. La chirurgie rachidienne, mais aussi elle a été étudiée chez le sujet âgé. Le sujet âgé, depuis longtemps, reste la décision entre anesthésiste et chirurgien, mais la MIS, elle a montré vraiment ses bénéfices indéniables, surtout dans cette publication.
Un autre article de Schwab et sa classification. Donc la chirurgie pour les kyphosis correction, elle inclut donc les ostéotomies associées à la percutanée, à l'ostéosynthèse percutanée. Et là, bien évidemment, l'ostéosynthèse percutanée développée, ça fait plus de 15 ans, a des bénéfices connus et des publications sur Evidence-Based Medicine. Donc, ils ont proposé donc le Schwab 4, une percutanée, plus une percutanée, qui reste donc une méthode sûre pour décomprimer et fixer en même temps, par voie percutanée, pour les fractures thoracolombaires. Dans notre expérience, donc, on a sélectionné les patients qui ont des fractures A3. C'est toutes des fractures instables chez des patients neurologiquement intacts, qui n'ont pas de déficit neurologique. Aucun patient n'a eu de kiné post-opératoire et pas de douleur résiduelle en post-opératoire, et tous nos malades sont sortis à J1 post-opératoire. Donc je vous montre la technique que tout le monde connaît. Tous ceux qui font de la percutanée, la kypho ou la vertébro peuvent le faire. Et d'ailleurs, j'ai vu plusieurs communications dans ce sens de plusieurs CHE. Voici donc, on repère la vertèbre fracturée et les vertèbres qu'on va fixer sur une décubitus ventrale. Le mieux, c'est d'avoir des 2 scopies face et de profil. Le matériel, il est spécial. Donc, il faut avoir un ancillaire dédié à ça pour la percutanée, avec des vis cannelées. On met les jamchidi avec une orientation scopique, fluoroscopique, pour détecter notre pédicule. Dès qu'on arrive au pédicule, on peut mettre notre guide wire. Par la suite, on peut mettre nos vis. La vis qui est bien sûr calculée selon le diamètre et la longueur de la vertèbre. Première vis, la deuxième, puis les 4 vis. Et après, on passe nos tiges. Et comme vous le voyez, c'est vraiment des très petites incisions, de 1,5 cm maximum. Et le malade, il est rétabli rapidement. Tous nos malades bénéficient d'un scanner post-opératoire pour s'assurer de la vissée pédiculaire, bien évidemment. Voici un malade qui a été vu donc à 1 mois du traitement. Donc plusieurs cas comme ça. Thoracolombaire, bien évidemment. L1, L2 ont bénéficié d'un traitement percutané, et c'est des malades, bien évidemment, qui ont des fractures instables post-traumatiques. En conclusion, il semble que l'ostéosynthèse percutanée être sur la base de data de littérature, une expérience personnelle, un meilleur traitement et une meilleure méthode. Le défi principal face à la communauté du rachis serait d'établir un programme d'éducation pour la mini-invasive, des workshops, afin de réduire cette courbe d'apprentissage et de réduire aussi les complications inhérentes à cette chirurgie. Je me rappelle que notre première percutanée a duré 3 heures. Maintenant, on l'a fait en 1 heure. On espère surtout que notre pays saura appliquer cette percutanée comme en France. Les internes le font en France, et que ça sera bientôt le gold standard en matière de rachis traumatique. Allez, voici, je vous remercie. Et professeur Lekhdar pour cette excellente présentation qui va susciter sûrement quelques questions ou remarques dans la salle. S'il vous plaît, s'il y a des questions ou des remarques. Oui, s'il vous plaît. Merci, cher maître, pour la présentation. J'allais juste poser la question. Que faites-vous pour les patients qui viennent avec des fractures de type A3 sur terrain ostéoporotique? Est-ce que vous avez quand même une certaine expérience par rapport aux vis pédiculaires cimentés?